Bonjour tout le monde et bienvenue pour notre session de ce jour. Nous sommes bien à la formation Certivalo. Hier, nous avons vu les fondamentaux et la genèse. Aujourd'hui, on passe au cœur même de la formation, c'est-à-dire les principes. Demain, on fera, c'est toute la journée, demain, on fera les mécanismes. Après-demain, on fera les cas pratiques en première partie et en deuxième partie, on fera les modèles de valorisation. Et le dernier jour, samedi, on fera d'abord la place des parties prenantes, puis on fera un point sur la gouvernance et les privilèges. Comment est-ce que on va gérer ou on gère les privilèges? Donc, voilà un peu ce qui nous réunit pendant 5 jours. Les 5 jours que vont durer cette formation offerte par Glomari à toutes ces parties prenantes. Alors, sans plus tarder, je vais permettre à 2 ou 3 personnes de se présenter, de donner leur avis sur la session d'hier et de se présenter. La parole est ainsi donnée à Eliane Bissot. Ensuite, ça sera Vérel, puis Rosine et Séraphin. Donc, à vous la parole, nous vous écoutons. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Madame Eliane Bissot, promotrice du restaurant Le Chandelier. Je suis une étudiante de GTA et c'est Monsieur Sathieu qui m'a inscrit dans ce groupe et il m'a fait comprendre que ce sera une bonne chose pour avoir une connaissance de plus. Alors, je suis très, très, très contente d'être parmi vous. Et depuis hier, il y a beaucoup de choses que j'ai appris et ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Merci beaucoup, Monsieur Sathieu, pour votre engagement pour former des futurs entrepreneurs qui vont faire la différence dans ce pays et pourquoi pas dans le monde entier. Je vous remercie. Je OK, vous remercie, merci j'en ai... Eliane. Oui, merci Eliane, merci. Vérel peut prendre la parole, s'il vous plaît. Allô? Oui, nous vous écoutons, 5 sur 5. Oui, en fait, moi, c'est Vérel, téléopératrice de Glomari. En fait, hier, j'ai été impressionnée par votre formation, monsieur. Parce que hier, j'ai trouvé la formation très enrichissante et bien structurée. Elle m'a permis de mieux comprendre les enjeux réels, oui, réels liés à la valorisation d'une entreprise, que ce soit sur le plan stratégique, financier ou humain. Donc là, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, je vais aussi apprendre beaucoup de choses. Mais sinon, merci beaucoup, monsieur, pour la formation et pour la connaissance. OK, merci Vérel. Merci beaucoup aussi. On va passer à Rosine Captier. Madame, vous avez la parole. Oui, bonjour, je suis Rosine Capé-Cousfono. Je me suis déjà présentée, mais je le reprends. Je suis agent commercial, apporteur d'affaires, chef d'entreprise. Je suis la promotrice de Cyclone Tropical. Et voilà, par rapport à c'est vrai que j'aurais dû mentionner, merci à celle qui m'a précédé, que c'est grâce à Monsieur Satcheux que j'ai l'opportunité d'être parmi vous et je lui dis aussi merci. Et par rapport à la formation d'hier, comme je vous ai déjà mentionné hier, je suis très, très impressionné et en même temps, je suis très, très édifié parce que ça m'a permis de comprendre mes lacunes passées dans les échecs passés parce que normalement, j'ai appris qu'il y a la normalisation des systèmes de gestion d'entreprise, ce que j'ai perçu hier. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre parce que la connexion quand elle dérangeait beaucoup, mais ce matin, j'ai pris une résolution pour qu'il y ait plusieurs sources et on va y aller. J'aurais pu analyser beaucoup plus longtemps, beaucoup plus, mais j'ai été très, très enrichi par le début.
Merci encore à vous. Merci de nous ouvrir les yeux et nous pensons avec vous, comme je vous l'ai dit hier, je sais qu'avec vous, je vais sortir tout mon potentiel. Merci beaucoup. OK, merci, Madame Captué. Merci. Nous signalons que tout l'enregistrement est dans le groupe en audio. Et comme c'est contigu, vous pouvez cliquer sur le premier audio, ça joue pendant presque 3 heures hein, en continu. Donc, vous avez tout l'enregistrement dans le groupe. OK, merci, Madame Captué. Oui, on va prendre Séraphin et Yodé avant de prendre aussi les remarques de l'avis de M. Jean Takwamou. OK. Est-ce que Séraphin veut prendre la parole, s'il vous plaît? Et Chesley, après on aura Chesley et Alice qui vont aussi se prêter au jeu. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur Rollin. Je dois vous dire un grand merci parce que, pour être honnête, vous êtes en train de transformer ma vie. Parce que ce que j'ai vécu hier, je ne sais même pas, pour commenter, je ne sais même pas par où commencer pour en finir. Mais je dois dire que c'est un apport extrêmement significatif et je profite pour dire merci à Monsieur Sathieu pour son initiative et pour m'avoir permis vraiment d'assister à ce séminaire. Déjà, je suis Séraphin Ehodé, je suis promoteur de l'entreprise Smart Color et je fabrique la craie de marque Muto. Bon, vous m'avez interpellé hier là-dessus et je n'ai pas eu le temps vraiment de répondre. En réalité, je suis sur le terrain actuellement. Je suis sur le terrain pour distribuer. Je distribue les craies et mes craies sont vraiment appréciées. Elle ne produit pas la poussière en fait. Elle écrit bien, elle ne salit pas. Mais la seule difficulté, en fait, je ne peux même pas appeler ça difficulté, la seule remarque qu'on me fait actuellement, c'est que la craie est légère. Et sur ce point-là, il va falloir travailler là-dessus. Donc, je suis confiant depuis hier que j'ai suivi cette formation. Je pense que toutes les dispositions seront prises pour que je fasse mon bonhomme de chemin. Pour la journée d'hier, en fait, j'ai suivi beaucoup de choses. Et là, entre autres, j'ai fini par comprendre que pour créer une entreprise, ce n'est pas l'argent. Le créateur d'entreprise, le promoteur d'entreprise n'a pas besoin d'argent pour commencer. On peut ne rien avoir et mettre en place un projet. J'ai également fini par comprendre que quand j'ai besoin, par exemple, d'un engin pour telle ou telle opération, je ne dois pas toujours courir auprès des banquiers pour demander l'argent. Je peux voir un fabricant, je discute avec lui, il me donne l'engin et il me précise les échéances de remboursement. J'ai été vraiment ému là-dessus. Et j'ai finalement compris également qu'entre autres, hein, la différence entre le porteur du projet et un investisseur. Le porteur du projet est un investisseur. Ça m'a aussi beaucoup marqué, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de points qui m'ont marqué. Et j'ai compris également la différence entre les banques commerciales que nous avons ici et les banques d'investissement. Ça, c'est des choses que nous, on ignorait. Hein, on ignorait. Bref, entre autres. Donc, moi, je pense que au sortir de cette formation, je serai un autre homme. Un autre homme. Je ne sortirai pas comme je suis entré. Je vous remercie beaucoup et je dis grandement merci à M. Sathieu pour cette initiative. Je vous remercie. OK, merci. Merci beaucoup à M. Eodé. La parole est à M. Jean Takwamou. Ensuite, ça sera, je l'ai dit, Alix et Chelsea. OK, nous vous écoutons, vous avez la parole. Donc, si M. Jean Takwamou n'est pas disposé, est-ce que Alix peut prendre la parole?
Après, ça sera Chelsea. Donc, si aucun des trois n'est disposé, on va donc avancer. OK, donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons voir les principes du modèle de valorisation. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui devrait également se présenter. Je m'appelle Siberton Diabéa, le promoteur de l'imminente startup Siberton Resources, spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits de nettoyage. On pourrait ajouter accessoires dans le futur. Je n'étais pas là hier, mais j'ai quand même suivi les audios et j'ai retenu sur le premier module trois principaux points qui ont été abordés. Il y a déjà l'audit opérationnel, le plan d'affaires ou business plan. Et je crois que la troisième chose qui était abordée, c'était l'introduction à la certification de valorisation. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'audit opérationnel, parce que c'est ça que j'ai fait. C'était l'objet de, on appelle ça comment en français? My report, oui, mon rapport de stage en licence. Puisque j'ai fait comptabilité, je me suis beaucoup retrouvé. Donc, le deux personnel ici, il est question d'évaluer les process qui sont employés actuellement dans le but d'améliorer l'efficacité et bon, efficiency, c'est-à-dire faire plus en moins de temps et effectiveness. Très bien. Merci pour la façon, c'est totalement différent. C'est pas la même chose. OK, donc merci. On avait une dernière personne qui ne s'était pas présentée hier. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons faire les principes du modèle de valorisation. Alors, en introduction, nous commencerons par voir la description de ce module. Un certain nombre de points clés sont abordés dans ce modèle. Et ces points clés font ressortir les spécificités de notre environnement. C'est-à-dire que l'écosystème entrepreneurial, par exemple, au Cameroun, a des spécificités, a des particularités, a des points saillants, a des remarques. Et ce que nous appelons les principes dans le cadre de cette formation, ce module va nous permettre d'y apporter des réponses précises à ces spécificités de notre environnement, à ces faits saillants de notre environnement, de notre société, de notre écosystème entrepreneurial. Alors, nous en avons fait les principes, comme je suis en train de le dire, de ce modèle de valorisation locale. Et ces principes seront exposés en détail afin d'éclairer sur les comportements et attitudes à avoir pour réussir la constitution d'une entreprise à la dimension internationale. Je pense que hier, on a suffisamment traîné sur le fait que une entreprise, ça réussit depuis sa constitution, depuis sa création. Quand vous loupez la création, j'ai peur que vous ne puissiez plus être compétitif sur le plan international, sauf restructuration. Donc, on peut dire qu'à tout moment, fort de la volonté des promoteurs, des propriétaires de l'entreprise, une entreprise peut rattraper le rythme de la compétition internationale en ayant ce qu'on vous allez apprendre aujourd'hui ou demain, ce qu'on appelle le noyau dur. C'est aujourd'hui où vous aurez le noyau dur de l'entreprise ou le noyau central, c'est-à-dire les personnes sur qui l'entreprise s'appuie prioritairement pour se développer. Alors,
quels sont les objectifs que nous recherchons à travers ce module? À travers ce module, il est question de proposer un parcours de recrutement des partenaires d'affaires en respect des logiques de l'investissement sur le long terme. Donc, il est question ici pour les porteurs de projets de savoir comment est-ce qu'on recrute les actionnaires et en respect des logiques d'investissement sur le long terme. Et cette logique d'investissement sur le long terme, c'est une logique qui est promue par les idéaux du capitalisme. Parce que le long terme, ou bien, oui, l'investissement sur le long terme, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pour habitude depuis pratiquement 11 ans, dans le cadre de mes activités à la Fondation Tony Lumelo, en l'occurrence des campagnes de formation pour les inscriptions ou les adhésions à la plateforme TF Connect, ou bien pour la participation au concours du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Lumelo. Donc, régulièrement, entre le mois de janvier et le mois de décembre de l'année précédente et le mois de janvier d'une année, le mois de février d'une année en cours, nous procédons à des formations dans les universités. On a été à Boya, on a été à Yaoundé, on a été à Douala, on a été à Polytech Douala, on a été à... Donc, bref, on fait le tour des campus. On a été en ligne avec le CPLA plusieurs fois. Et nous faisons donc cette campagne de sensibilisation pour que les personnes puissent souscrire à ce concours pour participer au programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Et il faut dire que ce programme d'entrepreneuriat, qui existe depuis 11 ans, a déjà formé plus de 21 000 personnes, a déjà formé plus de 2 500 000 personnes africaines, et voire plus, et au-delà même de l'Afrique d'ailleurs, a mentoré et financé à hauteur de 5 000 dollars gratuits à fonds perdus plus de 21 000 personnes, des Africains. Et dans la définition d'Africains, on peut avoir des Chinois, on peut avoir des Européens, on peut avoir des Brésiliens, on peut avoir des Indiens, à condition qu'ils soient établis en Afrique et qu'ils aient les droits de travailler ou de créer une entreprise en Afrique. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Africains, ce n'est pas seulement les personnes nées en Afrique, c'est aussi les personnes nées hors de l'Afrique qui ont la nationalité africaine ou des personnes non africaines, mais qui résident en Afrique et qui ont le droit de travailler. C'est pareil. Vous avez vu des Africains qui sont maires en Europe, maires aux États-Unis. On a vu un Indien être président ou vice-président. C'est quoi? Kamala Harris, je ne sais plus trop. Kamala Harris, donc, qui est vice-président. On a même vu Obama être président aux États-Unis, alors qu'il est d'origine kenyane. Donc, c'est pour vous démontrer la mixité qu'il y a aujourd'hui dans le monde en termes de nationalité, en termes d'appartenance géographique. Donc, je disais que dans le cadre de cette activité, nous avons donc un support qui s'appelle l'autonomisation des jeunes par la Tony Elumelu Foundation, par le TEF. Et ce support ou cette formation, nous l'avons aussi fait au CPLA, Camp des programmes de leadership africain, depuis 5 ans. On le fait là-bas dans un programme qui s'appelle Business Entrepreneurship. Ce programme, je l'ai fait à Bouddha, dans le village Bali, pendant le congrès de Bali en 2024. J'ai tenu cette formation-là, l'autonomisation des jeunes
mais le partage. Oui, ça veut dire être patient. Donc, investir sur le long terme, ça veut dire être patient lorsque on se met à l'entrepreneuriat. Ça, c'est important pour vous de le savoir. Donc, et j'ai annoncé aussi la notion de capital patient. Ça veut dire savoir investir et patienter les retours sur investissement. On insistera dessus beaucoup. Les uns et les autres doivent savoir investir et patienter pour avoir leur retour sur investissement. Cette patience peut durer 20 ans. Cette patience peut durer 30 ans. Cette patience peut durer, bref. Mais le capitalisme encourage les gens à savoir investir. Et aujourd'hui, nous partageons avec vous un certain nombre de valeurs. Aujourd'hui, nous partageons avec vous un certain nombre de valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a ce que nous appelons l'investissement sur le long terme. Et comme je le disais, l'objectif recherché, c'est de proposer un parcours de recrutement des partenaires d'affaires, en dépendant des actionnaires, en respect des logiques à l'investissement sur le long terme, tels que promus dans les idéaux du capitalisme. Un focus particulier est recommandé aux porteurs d'idées. En passant, il faut mettre le support dans le groupe, le bon support cette fois-ci, dans le groupe WhatsApp. Je sais que vous n'avez plus mon écran, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas sûr. Ça a été mis dans le groupe déjà? OK. Donc, vous avez le support dans le groupe parce que là, mon écran n'est pas partagé. Donc, un focus particulier est recommandé aux porteurs d'idées de création d'entreprise de s'intéresser véritablement à la réussite du projet qui dépend pour beaucoup d'une équipe. Cette équipe, je l'ai dit, c'est ce qu'on appelle la team en anglais. C'est ce qu'on appelle le noyau central ou le noyau dur. OK. Alors, ceci étant dit, que faire après cette formation? Après cette formation, nous avons comme hier deux comportements. Le premier comportement, qu'on peut avoir en tant qu'investisseur. OK, permettez que je repartage mon écran de nouveau. Puisque là, je vais être réadmis dans la salle. Alors, le premier comportement qu'on peut avoir, c'est s'intéresser à la structure du financement. Sorry pour la désordre. OK. Donc, comme je disais, la première chose à faire pour un investisseur, après avoir suivi ce module, c'est de s'intéresser à la structure du financement dans la durée. Donc, quand vous mettez vos billes dans une entreprise, quand vous mettez vos ressources dans une entreprise, quand vous mettez votre épargne dans une entreprise, bref, quand vous investissez dans une start-up, dans une entreprise en restructuration, vous devez vous préparer à un parcours de propriétaire en accord avec votre propre politique de gestion de portefeuille d'actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gestion de votre patrimoine et la gestion de votre fonds d'investissement, si vous investissez dans le cadre d'un fonds d'investissement où vous êtes actionnaire, ou dans le cadre de votre société d'investissement, c'est-à-dire une société que vous avez et que cette société
c'est avec cette entreprise-là que vous prenez des actions dans les entreprises. J'espère que vous notez bien ça. Prendre les actions dans les entreprises à votre propre nom, c'est maladroit. Apprenez déjà ça, c'est maladroit. Apprenez à créer des entreprises et c'est avec cette entreprise-là que vous prenez les actions dans les entreprises. Et partout où vous verrez quelqu'un dire « j'ai une entreprise, j'ouvre le capital », quelqu'un vous interpelle, je suis en train de créer une société de transport. Les amis, mettez votre argent et oubliez. Mettez votre argent et oubliez. Où cet argent-là ira au bas. Ce n'est pas mauvais, oui. Je dis bien, mettez votre argent et oubliez. Parce qu'on ne connaît pas le chaos qui va tuer l'oiseau. Et plus vous mettez de l'argent dans les entreprises, plus vous avez des chances dans vos vieux jours d'avoir quelqu'un qui vous appelle du jour au lendemain pour vous dire, écoute, ça fait 10 ans, ne crois pas qu'on t'avait oublié. Ça fait 2 ans, on ne t'a pas oublié. L'année passée, c'était 1 million par action. Cette année, la moisson n'était pas grande. Cette année, c'est seulement 900 000. Il y a 2 ans, on vous a dit on devait faire 5 millions pour celui qui a 10 parts, pour celui qui a 10 actions. L'année passée, on a pêché, au lieu de 5 millions, on a juste donné 3 millions. Mais cette année, nous remettons la pendule à l'heure et on fait même mieux. Tous ceux qui ont 10 actions vont avoir plutôt 15 millions. Voilà un langage que vous devez aussi avoir. Voilà aussi une façon d'investir. Ce n'est pas seulement dans les immeubles. Parce que les immeubles, c'est lent. Théoriquement, c'est sûr, mais ce n'est même pas sûr. Parce que quand vous diversifiez les paniers où vous mettez vos œufs, il y a des paniers qui vont se casser, mais tous les paniers ne peuvent pas se casser au même moment. C'est ça la logique de l'investissement qu'on est en train de partager avec vous. Première logique, adhérer à une entreprise en mettant votre main à la pâte pour que plusieurs mains puissent faire un paquet. Deuxième réflexe, adhérer à plusieurs entreprises et ne mettez pas tous vos œufs dans les mêmes entreprises, dans la même entreprise. Donc voilà 2 adages qui peuvent vous permettre de mener une vie noble et une vie tranquille. Donc ça, c'était la première chose pour un investisseur. Alors ça correspond à quoi du côté du porteur d'idées, du porteur de projet d'entreprise, d'un promoteur ou un chef d'entreprise? Ça correspond qu'il doit privilégier une logique financière durable. Il faut qu'on se comprenne. Il doit privilégier une logique financière durable qui planifie le financement sur le long terme. Ah oui. Alors, quand vous retrouvez quelqu'un qui a fait une planification de financement sur le long terme, ça va de soi que ça ne va attirer que ceux qui sont intéressés par une structuration du financement durable, d'un financement dans la durée. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez? Ça veut dire que d'un côté, vous avez une main qui envoie et de l'autre côté, vous avez une main qui prend. Et voilà comment on solidifie une relation. Ce n'est pas compliqué. Vous avez le mâle, vous avez la femelle. Et puis, ça prend. Donc, le porteur d'idées doit privilégier une analyse financière durable qui planifie le financement sur le long terme. Alors, le porteur d'idées doit aussi penser à un plan de libération des parts à chaque tour de table jusqu'à l'introduction en bourse. Ça veut dire que quand il crée sa boîte, les études qu'on lui présente doivent être des études qui lui permettent de se visualiser avec une boîte en bourse. Avant, j'avais pour habitude de dire dans 15-20 ans. Mais depuis le 24 avril 2025, ou dans la bourse sur-régionale de CEMAC à Douala, il y a un nouveau règlement qui autorise les PME à entrer en bourse avec une capitalisation boursière de 5 milliards et un capital de 500 millions. Parce qu'avant, pour entrer à la bourse sous-régionale de Douala, il fallait une capitalisation boursière, je ne connais plus le montant, mais il fallait avoir un capital de 10 milliards. Il fallait que la société ait un capital de 10 milliards. Qu'elle ait fait, je crois, 2 exercices de bénéfices
attention, que les 2 derniers exercices aient été bénéficiaires. Et il n'y avait pas le marché, j'ai envie de dire le marché A, la chambre A ou bien, je ne sais plus comment on appelle ça. Il n'y avait pas le marché A. Le marché A qui est le marché de création d'entreprise. Aujourd'hui, on permet à une entreprise en création d'aller directement à la bourse et de faire son ouverture de capital à la bourse. Il faut qu'on se comprenne bien. Ça, c'est depuis le 24 avril 2025. Parce que tel que vous allez voir dans notre modèle, nous privilégions que le premier tour de table soit fait par appel de fonds privé. Parce que les montants étaient assez exorbitants, disons-le comme ça, par rapport à notre cible. Notre cible, c'est des gens qui n'espéraient pas dans leur vie trouver des financements. Parce qu'ils devaient rester dans l'allégorie du financement, et faire comme nos prédécesseurs. Toute leur vie, chercher le financement sans jamais trouver le financement. C'était ça. Donc voilà, il y a une amélioration de notre environnement qu'il faut applaudir. Bon, je reste encore linéaire pour le moment. OK. Donc nous disons ceci, les porteurs de projets doivent penser à un plan de libération des parts à chaque tour d'étape jusqu'à l'introduction en bourse. Dans le développement des principes, vous verrez comment ça correspond à tout ça. En face donc, nous recommandons aussi aux investisseurs de toujours considérer les efforts fournis par les prédécesseurs ayant généré l'opportunité qu'on veut saisir. Faut qu'on se comprenne bien. Parce que quand en face, l'autre pense à un plan de libération, nous disons, il faut aussi pour... je crois que j'ai constitué quelque chose. Non, l'équivalent ici, c'est préparer son parcours de propriétaire en accord avec sa politique de gestion. Bon, j'ai mismatché à un moment. Vous allez comprendre. Donc, l'équivalent de ce que je viens de dire pour l'investisseur, c'est se préparer à un parcours de propriétaire en accord avec la politique de gestion de portefeuille. Bon, vous allez vous rattraper. Alors, l'investisseur, nous lui disons, il doit toujours considérer les efforts fournis par les prédécesseurs et ayant généré l'opportunité qu'on veut saisir. Donc, si vous voulez saisir une opportunité, respectez celui qui vous apporte cette opportunité-là. Donc, tenez compte d'un effort qu'il a fait pour créer l'opportunité qu'il veut vous faire saisir. Tenez compte d'un effort qu'il a fait, je pèse mes mots. Tenez compte d'un effort qu'il a fait pour que ce qu'il veut vous proposer prenne corps. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Je vous donne une anecdote. J'aime citer le nom. Le coach Bernard Gewort, je pense que tu le connais. Oui, je le connais. Quand il veut s'installer au Cameroun, il me contacte sur Viadeo. Alors, il voulait que je sois copanéliste, que je l'aide à présenter, disons, à faire son entrée au Cameroun, faisons simple. Et il me prenait comme speaker. Alors, je partage l'opportunité. Alors, quand je vois la façon dont il veut s'installer au Cameroun, la façon dont il organisait son événement, en fait, je le voyais mal en train de mobiliser. Il n'était pas seulement organisé, il n'y avait peut-être pas de flyers, il n'y avait pas... C'était une réunion sur Facebook, on appelle ça quoi? Un événement sur Facebook. Mais le déploiement, c'était arrivé à Traoré Palace, ça c'est en 2012, arrivé à Traoré Palace. Mais le déploiement qu'il mettait en place, je ressentais qu'il n'allait pas avoir du monde. Alors, je l'ai Oui. L'agence de communication ignore totalement quel pouvait être mon intérêt. Donc, quel est l'effort que j'ai fait
pour penser qu'il fallait qu'il y ait une forte mobilisation. Grosso modo, vous voyez un peu le regard. Donc, j'ai dit, apprenez à tenir compte de l'effort de l'effort qui a été consenti pour qu'on vous présente une opportunité. Alors, l'autre chose, c'est quoi? Ça correspond à quoi chez le porteur d'idées? Au niveau du porteur d'idées, il est question ici de proposer une valeur juste et objective pour compenser les acquis réels cédés. Ça veut dire que vous devez permettre à votre vis-à-vis de comprendre qu'il vous avez un effort qu'il doit respecter, tel que je venais de le dire. Alors, par rapport à l'histoire que je racontais, est-ce qu'à l'époque, j'avais permis à mon vis-à-vis de comprendre les idées que j'avais? C'est pas sûr. Est-ce qu'on se comprend maintenant? C'est pas sûr. Parce que s'il avait compris mon intérêt et l'idée que j'avais, il ne m'aurait pas mis à côté et tout organisé au point où à l'événement, je n'étais même pas à l'événement. C'est-à-dire que ma présence à l'événement, c'était un non-événement. D'ailleurs, que dans la suite, je n'ai plus eu le contrôle de quoi que ce soit et ainsi de suite. Donc, j'ai dit au porteur d'idées, quand vous avez une opportunité, vous avez un business plan, vous avez une ouverture de capital, permettez que pendant la préparation de la valorisation, pendant la préparation de l'ouverture de capital, pendant la préparation du business plan, permettez que ça puisse tenir compte des efforts fournis par les ayants droit. Ça veut dire les propriétaires de l'entreprise au moment de la restructuration ou les cofondeurs pour les jeunes. Souvent, on dit cofondeurs, c'est-à-dire que nous sommes deux porteurs d'idées, nous sommes deux porteurs de projets. C'est nous les deux créateurs. Donc là, je prends le cas où l'entreprise n'est pas encore créée. Et c'est du jour au lendemain qu'ils partent au CFCE, Centre de formalité de création d'entreprise, s'ils veulent créer une SARL de moins de 100 000 ou s'ils veulent créer un établissement. Ou bien ils partent sur le notaire, faire les statuts avant d'aller au CFCE plus tard s'ils veulent créer, ou bien c'est le notaire qui ira au CFCE s'il veut créer une SARL ou une SA ou une SCI ou une société avec un capital de plus d'1 million. Ça, c'est quand c'est du ressort des notaires. Donc, alors, tenant compte donc de toutes ces considérations, il faut donc dire que les porteurs d'idées doivent aussi, à la fin de ce module, être capables d'accorder des avantages exclusifs sur des éléments clés. Et en retour, bon, je mélange un peu les pédages, mais je ne sais pas trop où. OK, non, là j'ai sauté. Les porteurs d'idées doivent être capables de recruter d'autres personnes comme porteurs de projets. Et ils doivent être capables de recruter d'autres personnes comme porteurs de projets. Ça permet que l'investisseur, lui, doit pouvoir profiter, doit pouvoir contribuer activement et servir de personne ressource au projet. Donc, à chaque temps, moi, j'ai un côté droit et un côté gauche. J'ai un côté mâle et un côté femelle. Un côté positif et un côté négatif. C'est pour dire qu'il faut qu'il y ait deux éléments. Il faut un acheteur et un vendeur. Il faut quelque chose qu'on vend. Et ici, qu'est-ce qu'on vend? Le recrutement d'autres personnes comme porteurs de projet. Et qu'est-ce que l'investisseur achète? La contribution comme personne ressource dans le projet. Bon, je pense que vous vous retrouvez dans mes propos. L'investisseur aussi doit savoir profiter des opportunités d'affaires internes pour capitaliser ses ressources. En d'autres lieux, le porteur d'idées doit accorder des avantages exclusifs sur des éléments clés. Donc, voilà des compétences qu'on attend
des investisseurs ou des porteurs d'idées lorsque ils pensent à créer une entreprise? Je m'arrête là-bas 2 secondes pour prendre une ou deux questions ou une remarque et observation avant qu'on ne passe au sommaire. Alors, la parole est à qui veut la prendre? Je vais laisser le coach Satio donner la parole à qui veut la prendre. Oui, merci, Triple Press Mentor, et surtout pour cette brillante explication. Donc, ça nous permet de comprendre énormément de choses et je crois que vous également, vous avez été bien nourris comme moi. Donc, maintenant, pour ceux qui ont des questions, des préoccupations ou alors des contributions, vous avez la parole. Vous pouvez tout simplement lever la main et puis je vous donne la parole. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? Apparemment, si quelqu'un parle, peut-être qu'on va écouter. Non. Non, on va écouter. Non. Ok. Ok. Tu as un tour de table. Prends 2 ou 3 personnes au hasard. Bon, oui, Ok, dans la salle, quelqu'un veut parler, oui. Ton micro. Allô? 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 Oui, bonjour à tout le monde et merci une fois de plus à TBM pour l'exposé de ce matin. C'est vrai que nous sommes qu'au début. Vous avez parlé d'un élément qui m'a assez captivé, le fait que le porteur d'idées ou alors un entrepreneur ne devrait pas investir dans une entreprise en son nom propre, mais plutôt par son entreprise, si j'ai bien saisi. Et j'aimerais savoir, s'il vous plaît, quels sont les inconvénients, parce que c'est une erreur déjà commise, donc je me suis retrouvée là-dedans. Quels sont les inconvénients à pouvoir aller investir en son nom au lieu de mettre en avant le nom de l'entreprise? Ça, c'est ma question. Merci. Bon, et je voudrais rebondir sur la question, hein. Je voudrais rebondir sur la question pour un deuxième volet en disant que si quelqu'un crée une entreprise pour prendre les actions dans nos entreprises et qui savait que l'entreprise en question qui a été créée contient également les actionnaires, pour moi, est-ce que les dividendes doivent être gérés dans ce sens, dans ce cas-là, disons? Bon, la dame a posé la question dans un sens d'inconvénient. Moi, je vais donner plutôt les avantages. Et les avantages vont directement répondre à l'autre question qui a été posée. En fait, ici, quel est le sens de ce point-là? Le sens de ce point-là, c'est de vous encourager à la logique d'investissement, à la logique de création de groupes d'entreprises et à la logique de création des holdings. Donc, je vous donne l'avantage. L'avantage ici, c'est que je suis en train de vous conseiller de créer une holding. Donc, je suis en train, en fait, de vous encourager à créer des holdings. Un peu le micro quelque part. C'est bon, c'est ici. OK. Donc, vous ayant dit pourquoi est-ce que je donne ce conseil-là, toute autre chose que vous avez à faire, ça ne correspond pas à ça, je ne suis pas garant. Est-ce qu'on se comprend? Quel est l'inconvénient d'être en Chine? Moi, je vous dis, je suis aux États-Unis. Et je me sens bien aux États-Unis. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je ne saurais vous encourager ou bien donner conseil en Chine. Quel est l'inconvénient d'être en Chine? Je dis que nous sommes aux États-Unis. C'est comme parmi nous. Où est Joseph? Bon, il y a quelqu'un qui a engagé un débat dans le groupe WhatsApp, dans un de nos groupes WhatsApp, et je lui ai dit, ce débat n'a pas la place dans ce groupe. Je ne suis pas docteur Fetou. Moi, je parle d'entrepreneuriat, je ne parle pas de gestion.
Son problème était simple. C'était la CMPS. Je lui ai dit que la CMPS, lui, c'est à quoi? Moi, j'ai bientôt 50 ans, je ne connais pas, j'ai jamais été à la CMPS. Je forme les gens à inscrire les autres à la CMPS. Je ne conseille pas ceux qui veulent qu'on les inscrive à la CNPS. Je pense que c'est une logique facile. Je dis comment on fait aux États-Unis, ce qui se passe en Chine ne m'intéresse pas. Moi, je parle d'entrepreneuriat, je ne parle pas de salariat. OK. Et si vous voulez pousser le bouchon loin, on arrivera au mentoring. Mais de grâce, ne poussons pas le bouchon loin. Restons d'abord où nous sommes. Donc, permettez que je repartage mon écran. OK. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question, Achille. Non. Non. OK. Donc, maintenant, quand c'est une holding, quand c'est une entreprise qui investit, justement, il va de soi que les dividendes appartiennent à la société. Pourquoi vous voulez vous mettre dans une logique de moi? Je ne comprends pas ta question, Achille. On a bien dit, quand une entreprise, Glomari investit à MDB, MDB donne les dividendes à Glomari, mais les dividendes, c'est pour Glomari. Pourquoi tu veux... Est-ce que MDB connaît Sathieu? MDB ne connaît pas Sathieu. Sathieu est décédé, on ne partage pas ses biens, on partage ses habits. Mais Glomari reste vivante. Est-ce qu'on se comprend? Et on ne partage pas les biens de Glomari parce que Glomari vit. Qu'est-ce que ça donne? Pour savoir que ça donne, il faudrait savoir ce que c'est que les droits successoriaux. Quand quelqu'un décède, on partage ses biens. Ce que l'histoire ne raconte pas, c'est que lorsqu'on partage ses biens, l'État prend, je ne me souviens plus le taux, disons 30-40%. C'est pour ça que parmi les plus riches au monde, vous ne verrez pas un Allemand ou un Hollandais. Est-ce que ça veut dire que les Américains sont plus riches que les Hollandais ou bien que les Allemands? Aucun Turc. Parce que dans ces pays-là, les richesses sont familiales, ce n'est pas individuel. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Et du coup, quelqu'un ne meurt jamais. Les riches ne payent pas d'impôts, je pense vous l'avoir dit. Est-ce qu'on se comprend? Le jet privé n'appartient pas à Roland Foucault. Ça appartient à mon entreprise. Du coup, n'importe qui peut, le jour qu'il est content, prendre le jet privé et qu'on dit, si il décède, on ne vend pas mon avion pour partager aux enfants. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Et voilà comment une fortune est pérennisée. Et quand c'est pérennisé, le jet privé, ce n'est pas un enfant qui conduit, ce n'est pas un ayant droit, ce n'est pas un beau-frère, ce n'est pas un beau-fils. C'est le pilote. Il est payé. Il est déclaré à la CNPS. Alors vous allez me dire que mais finalement, non. Les riches, je vous ai dit hier, la richesse a besoin de la pauvreté. Vraiment, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Les riches ont besoin des pauvres. Maintenant, j'ai une question de vous former à être du côté droit de la chose, du côté de la richesse au lieu d'être du côté de la pauvreté. Et une fameuse question que les gens m'ont toujours posée, bon, on me la pose de moins en moins. Que pourquoi tu parles toujours d'entrepreneuriat? Est-ce que tout le monde peut devenir patron? Et dit que malheureusement, tous ceux qui vont me connaître dans leur vie seront des patrons. Bon, suivant. Est-ce qu'il y a une autre question dans le groupe? Est-ce qu'en ligne, quelqu'un veut dire quelque chose? Nous, on privilégie ceux qui sont en ligne. Hein? Oui, ok, Oui, allons-y. oui, merci, coach. Je voudrais Ambassadeur, s'il crier, vous plaît. oui, monsieur l'ambassadeur, merci pour le rectificatif. Bien, Merci. vous avez abordé deux thèmes importants qui m'intéressent. Le porteur du projet, le porteur d'idées, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, l'investisseur. Et je voudrais maintenant que vous me fassiez comprendre l'apport de l'investisseur pour le porteur de projet, d'une part, et pour le porteur d'idées, d'autre part, parce que ce sont deux choses différentes. Je suis l'inventeur, je suis un inventeur, je sais ce que ça veut dire porteur d'idées. Mais maintenant, l'investisseur va se comporter comment devant ces deux dualités? Merci. OK. Je pense que voilà une question pratico-pratique. Bon, si ça ne se disait pas, je l'ai dit. OK.
Monsieur Tchakwamou, est-ce que vous voyez ce que je tiens en main là? Je ne vois pas encore. Oui, je vois la boîte. Voilà. C'est une boîte de 150 comprimés qui coûte 150 000, 200 comprimés. Donc, c'est une dose 15 familiale 000. qui coûte 150 000 en pharmacie. Voilà pour 15 Ah, 000, s'il vous plaît. Voilà la boîte de 10 à côté. ouais. Voilà la boîte de 10 à côté. Alors, le monsieur qui a inventé ça, il s'appelle Sango Mohamedou Bachirou. L'invention, il y a son nom. Donc, l'idée, c'est lui qui a l'idée. L'entreprise qui exploite cette invention, pour dire le projet s'appelle STPN Bio. Donc, il y a l'idée et il y a le projet. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a l'idée, il y a le projet. Donc, il y a l'entreprise qui exploite l'invention sous licence. Donc, quand il nous a connus en 2016, nous lui avons dit de facto que l'invention est à ton nom, mais il faut une entreprise. Et il y a un contrat de licence entre l'inventeur et la société du projet. La société qui exploite l'invention. Et à ce moment, il peut donner une exclusivité à la société ou pas. Ça encore, c'est le business plan qui permet de déterminer toutes ces nuances-là. Il peut donner l'exclusivité ou pas. Voilà le produit. Il peut donner l'exclusivité ou pas afin que le produit soit exploité par la société STPN Bio. Maintenant, si ce contrat de licence est géré avec légèreté, ça deviendrait un risque juridique. Ça veut dire quand on va rechercher des partenaires, ils ne comprendront pas, ils vont dire, mais si on vous trouve le financement, sinon on accepte d'être partie prenante et qu'après on perd la licence, qu'est-ce qu'on fait? Nous ne rentrerons plus dans nos fonds. Donc même ce contrat de licence doit être écrit, rédigé avec une certaine intelligence qu'on appelle l'intelligence financière. Ce n'est pas seulement une question de droit. C'est une question de ce que ce droit-là protège. Et le droit protège un aspect économique. Cet aspect économique, c'est quoi? C'est que l'inventeur veut avoir ses droits de licence, ses droits sur son invention. Ça veut dire que vous pouvez aller vendre votre invention à quelqu'un. Bon, louer, pardon. Vous pouvez aller louer votre invention à quelqu'un sous licence. Ce quelqu'un-là, c'est une société que vous avez créée et où vous n'êtes pas le seul actionnaire. Et de facto, vous êtes payé sur le chiffre d'affaires que cette entreprise fait, ou vous êtes payé par un fixe. Et dans le business plan de cette société, attention, ne croyez pas que la société donne à ce monsieur moins d'1 milliard chaque année, pour ne pas dire par mois. C'est-à-dire par mois, ça va vous traumatiser. Pour vous, c'est la même chose. Si nous gérons votre invention, c'est la même chose, voire mieux. Oui, parce que chaque comprimé qu'on va en pharmacie, vous croyez que c'est la rigolade. Vous savez, vous savez combien de comprimés produit une machine à fabriquer les comprimés? Vous voulez que je vous donne un chiffre? Je vais vous donner 4 chiffres, on va choisir. 300 millions de comprimés par heure. 200 millions de comprimés par heure. 50 millions de comprimés par heure. 5 millions de comprimés par heure. Allons-y, je prends deux avis. Dites quelque chose. Vous-même, combien de comprimés par heure? Le plus grand nombre possible. Bon, vous n'avez rien dit, mais le plus grand nombre, c'était 300. Qui d'autre dans la salle? Donnez-moi un nombre. 300. Combien? 300 millions de comprimés. Oui, ça fait 2 personnes qui ont 300. 300, oui. Qui d'autre? 300 millions pour moi. Oui, 20 millions, il y avait 50 millions. Donc, quelqu'un dit 50 millions. Bon, écoutez, quand Sango Mohamedou est allé en Chine, les Chinois lui ont proposé une machine qui produisait 200 millions de comprimés par heure. Yes. Bon, quand j'explique ça, j'ai dit aux gens, nous sommes 8 milliards d'êtres humains. Je crois que j'ai bu les paras hier.
Est-ce qu'il y a un être humain qui peut faire, je dis n'importe quoi, 3 mois ou 2, 1 mois sans boire les paras, par exemple? Donc, comme pour vous dire que la machine qui fabrique les paras, faites attention. Faites très attention. Et pour votre gouverne, quand on produit les médicaments, c'est par l'eau. Donc, en fait, on produit pendant 2, 3 heures de temps et puis on va encore revenir produire dans 6 mois ou bien dans 1 an. Et quoi qu'on s'est compris maintenant? Oui, tout à fait. On s'est compris. Mm. Donc, c'était pour vous dire que quand on fait de l'entrepreneuriat, il faut savoir penser en termes de gros chiffres. Il faut rêver grand. Bon, quand Joseph a voulu nous ramener encore à la case de départ, il m'a un peu traumatisé, mais je suis grand. Bon, j'ai absorbé, j'ai digéré. OK. Oui, Donc, oui, coach. oui, 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 j'apporte encore. ambassadeur. Oui, Oui, ambassadeur. ambassadeur. Après plusieurs répétitions, je vais retenir le nom ambassadeur. C'est Oui, bon. oui, j'ai le temps, allons-y. Oui, mon problème était aussi sur l'idée qui n'est pas encore matérialisée. C'est-à-dire, tu as simplement l'idée. On voudrait faire quelque chose de concret. Que fera l'investisseur en ce moment? On est encore dans l'idée, l'idée, tout simplement. Non, je n'ai pas bien compris. On a l'idée, je n'ai pas bien compris. Parce que vous avez présenté le comprimé. Mais à ce niveau, le gars qui avait l'invention avait au moins le prototype. Il avait le produit sur place. Donc, il avait le projet existant. Mais aujourd'hui, je présente une situation. Nous sommes dans l'idée. Par exemple, je veux dire, il ne faut plus que les avions chutent et les gens meurent. Ça, c'est l'idée. Il faut trouver la solution pour empêcher cela. Que fera l'investisseur? J'avoue que même là, je n'ai pas compris, mais disons que là, je n'ai pas compris Je votre... reste dans la phase d'idée. J'ai une idée. Mon problème, les avions tombent tous les jours, les gens meurent. Vous me suivez là? Je vous suis, oui. Je dois apporter une solution pour empêcher que l'avion ne chute et que les gens ne meurent. Alors, en ce moment-là, que fera l'investisseur face à moi par rapport à cette idée? Oui, vous, qu'est-ce que vous recherchez déjà? Oui, dans la démarche, il faut trouver un système de protection, d'empêchement sur l'avion. Non, en fait, j'ai perdu le débat. J'ai dit, qu'est-ce que vous recherchez avant d'aller voir l'investisseur? C'est ça ma question. Moi, À je force de pense que répéter, c'est la j'ai perdu la base de la question, oui. la solution. Il faut chercher la solution. Je cherche à concrétiser l'idée. Et il faut les moyens. Que fera l'investisseur? Par exemple, Écoutez, notez ça, on va y revenir. S'il vous plaît, notez la question. Non, dans la salle, quelqu'un d'autre la question, on va y revenir. Tout à l'heure, on vous donnera l'occasion de reposer la question. D'accord, c'est compris. S'il vous plaît, oui. OK, merci Oui, pour votre non, question. Il n'y a pas de problème, monsieur l'ambassadeur. Voilà, OK. Merci. Donc, on va donc, si vous permettez, on va donc continuer. OK. Donc, je repartage mon écran. Alors, à l'ordre du jour aujourd'hui, nous allons donc voir les principes de ce modèle de valorisation. Nous allons voir les principes de ce modèle de valorisation. Je veux un volontaire pour lire à haute voix. Le sommaire, oui, vas-y. Au niveau du sommaire, on a en grand 1 le principe du schéma de financement. En grand 2, on a le principe du modèle d'ouverture. En grand 3, on a le principe de gestion des effets de satisfaction. En grand 4, on a le principe de co-promotion. Et en 5, on a le principe de privilège. OK, merci. Donc, voilà les 5 principes que nous allons découvrir aujourd'hui et qui sont les éléments clés, on l'a dit,
de ce modèle de valorisation. J'espère que vous êtes déjà bien armés parce que je vous ai annoncé, ça va cogner fort. Alors, principe du schéma de financement. Nous le verrons à travers 4 points ou 4 slides. Première chose, approche durable du financement. Deuxième chose, adaptation du financement à chaque phase du développement. Troisième chose, stratégie d'ancrage. Quatrième chose, approche de gestion du patrimoine personnel. OK. Qu'en est-il de l'approche durable du financement? Un financement peut être à court terme. Une approche de financement peut être à court terme, à moyen terme ou à long terme. Patron, quand je parle, on prend par les notes. Ton cahier là, tu as remarqué, ils sont pas en train d'écrire. Tellement tu écris que je m'inquiète. C'est encore ton report. Prends des notes, ne note pas tout. You can write 1 or 2 things, but not all. You are not going to be focused on your pen, please. OK, merci. Donc, l'approche à court terme, l'approche à long terme, l'approche du moyen terme. Le court terme ici, en fait, c'est ce qu'on appelle le premier tour de table. Et dans ce premier tour de table, on recrute des personnes que nous appelons le noyau dur, le noyau central. Il y a des vertus sur lesquelles nous aurons à revenir. Alors, ce premier tour de table, en fait, comprenez par là l'allégorie d'une table où il y a des gens autour. Et ces gens autour, c'est une table de réunion, ces gens autour sont les propriétaires. Ça, c'est le langage du monde de la finance. Lorsqu'on parle de premier tour de table, ça veut dire que ce sont les premiers propriétaires de l'entreprise. Si c'est en restructuration, c'est les premiers propriétaires après la première phase de l'entreprise, avec la nouvelle vie de l'entreprise. C'est ça qu'on appelle faire un tour de table. Ça veut dire qu'on a bouclé son financement en termes de capital. Ça veut dire qu'on a eu son closing qui a réussi. À moyen terme, on parle aussi du deuxième tour de table. Dans le cas de ce deuxième tour de table, qui est une seconde ouverture de capital, on fait entrer autour de la table des mercenaires ou des requins. Donc, ce sont des gens qui savent faire les affaires. Et on a notre ami Kofi Gombo qui dit toujours « No pity in business ». En affaires, on n'a pas pitié. Les tibias, ça se cogne. Et si tu n'as pas les prothèses tibias, c'est ton problème. Et comme dit quelqu'un, l'entrepreneuriat, ce n'est pas le voix bébé. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Donc, au deuxième tour de table, on ne pleure plus. C'est interdit de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un processus d'ancrage. Et tout à l'heure, nous verrons la stratégie d'ancrage. La stratégie d'ancrage qui correspond au premier tour de table. Alors, ces mercenaires, quand ils arrivent, il faut que les personnes autour de la table soient des personnes qui se connaissent très bien et qui soient capables de communiquer avec les clins d'œil, à demi-mot. Vous savez ce que ça veut dire, non? Communiquer à demi-mot. C'est-à-dire quand l'autre se lève et il sort. Quand un gars se lève et il sort, une fille va faire quoi? C'est elle qui a dit, c'est pas moi. Elle a dit, elle le suit. Elle dit qu'elle a compris, on dit que bon, vers 14h15, là, si tu me vois dégager, dans 30 minutes, dégage. C'est tout. Ou bien dès que j'entre, 5-10 minutes aussi, tu sors. Elle revient en échouant la bouche. Vous comprenez que, comme la famine tenait tout le monde, il est parti croquer un bout.
et elle lui a aussi gardé quelque chose, elle aussi n'a pas croqué, elle revient. Donc c'est ça, se comprendre à demi-mot en fait. Le troisième tour de table, c'est l'introduction en bourse. C'est l'introduction en bourse pour les entreprises qui existent déjà. Là, mon langage commence déjà à changer. Parce que pour les nouvelles entreprises, on pourra dès le premier tour de table aller en bourse. Mais je reste encore dans l'ancien langage. Donc, l'introduction en bourse et l'accès au marché financier. Ça, c'est le troisième tour de table. Alors, l'adaptation du financement à chaque phase du développement. Ici aussi, dans ce principe de schéma de financement, et à titre de rappel, ici nous supposons que tout ça est fait dans le cadre du business plan. Le business plan matérialise tout ce qu'on est en train de dire là. Lorsqu'on parle de premier tour de table, ça veut dire qu'il y a un plan d'investissement. Quand on ouvre le capital, c'est parce qu'on recherche de l'argent. On parle de financement, non? Et un financement correspond à un investissement. C'est pas ça. Un financement correspond à un investissement. Donc, ça veut dire qu'en d'autres lieux, il y a bien évidemment un plan d'investissement où on a première phase, deuxième phase, troisième phase. Première phase, où est-ce qu'on prend l'argent? C'est donc ce que je suis en train d'expliquer maintenant. L'argent vient des propriétaires de l'entreprise. Sauf que ce n'est qu'une partie de l'argent. Parce que l'autre partie de l'argent, ça peut être une subvention. L'autre partie peut être un crédit bancaire. Et l'autre partie peut aussi être un prêt à des particuliers. C'est pas si on se comprend. Donc, voilà les différentes sources de financement que vous devez comprendre en tant qu'entrepreneur. Donc, le fait d'adapter le financement à chaque phase de développement, ça veut dire que chaque phase de développement correspond à de l'argent, de l'afflux d'argent qu'on a prévu. Là, nous sommes dans une planification. On est en train de planifier la croissance de l'entreprise pour sa réussite. On planifie le développement de l'entreprise. Alors, dans cette planification du développement de l'entreprise, la phase 1 de son développement, qui est le court terme, correspond aux recherches et développement. Ça correspond au design du projet, au prototypage et au rodage. La phase 2, qui correspond au moyen terme, c'est le développement inclusif. Ça veut dire qu'il y a eu l'autofinancement. L'argent, les bénéfices qu'on génère, on ne partage pas, on réinjecte dans l'entreprise à travers un mécanisme que nous allons vous expliquer plus devant. On réinjecte l'argent dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ceux qui sont au premier tour d'étape et dans le court terme, les bénéfices, on ne les donne pas, on laisse ça dans l'entreprise. Leur compte courant, qu'on va voir bien évidemment, c'est même l'un des principes qu'ils ont mis est bloqué. Et lorsqu'on va arriver au second tour de table, on leur permet peut-être pas de chasser plus d'actions, parce qu'il y a aussi un principe qui permet qu'on les protège pour qu'ils ne soient pas dilués. Vous allez comprendre ça progressivement. Je vous ai dit que ça devait cogner fort, donc permettez. Permettez, vous allez mieux comprendre dans la suite. C'est pour ça que ce principe a été expliqué en 4 volets. Dans les autres volets, je vais réexpliquer ce que j'explique là, mais dans un autre sens. Et vous allez mieux comprendre. Donc, j'étais en train de dire ceci. Moi, je me suis égaré. Le développement inclusif, ça voudrait dire que l'argent ne vient pas de dehors, ça vient de l'intérieur. Alors, pendant le premier tour de table, vous verrez qu'on a eu à solliciter que les actionnaires mettent de l'argent dans le compte courant. Et quand ils mettent cet argent-là, on bloque. Ils ne peuvent pas retirer.
Et lorsqu'on va donc devoir passer à l'augmentation du capital, je vous ai dit, chaque phase correspond à un nouvel investissement. Et lorsqu'on veut faire un nouveau investissement, il faut un nouveau financement. C'est pas ça? Il faut un nouveau financement. Et à chaque temps, on vous demandera l'apport personnel. Ici, vous verrez que l'apport personnel, comme tu avais mis ton argent dans le compte courant, on fait dans ce qu'on appelle la capitalisation. Vous verrez ça. On fait remonter votre argent de la dette que la société doit à un actionnaire pour le capital de l'actionnaire. Donc, ça quitte dans le bilan du court terme au long terme. Il faut bien suivre. C'est vrai que c'est un peu savant, mais vous allez connaître les morceaux. Et vous verrez donc que les actionnaires ne font plus d'efforts financiers. C'est là où on parle de développement inclusif. Donc, c'est en interne qu'on a su gérer l'argent qu'on avait. On appelle ça l'intelligence financière. On a su gérer l'argent qu'on avait pour faire grandir l'enfant. La dette devient l'action. La dette devient l'action. Ou bien le passif devient l'actif. Toi qui m'as posé une question hier sur le passif, j'ai répondu à ça hier, je ne sais pas si c'est dans le même sens. Tu as vu que ici le passif, c'était négatif. Non, bon, c'était plutôt le crédit bancaire. Ici, c'était négatif. Quand on dit c'est un passif, il a une dette. Alors, on fait un mouvement de compte à compte. Ça quitte d'un compte du bas de bilan pour un compte de haut de bilan. Et on quitte d'une situation où l'entreprise était triste pour une situation où l'entreprise est joyeuse alors que rien ne s'est passé. Vous avez été intelligent. L'argent n'est pas entré, mais l'entreprise est devenue encore plus belle qu'avant. C'est tout. C'est le développement inclusif. Avant d'aller à la maturité, je remonte dans le court terme. Le court terme, je sais que vous êtes en train de lire. Vous avez lu long terme, vous avez lu expansion, vous avez lu marchés internationaux. OK. Et je sais que vous n'avez pas encore lu la stratégie d'ancrage. Mais vous pouvez le lire dans votre téléphone parce que tout le monde a le support. Adaptation du financement à chaque phase du développement. Le court terme, on l'a dit, ça correspond à la recherche et développement. Ça veut dire que dans le Made in Cameroun, où nous avons M. Kanga qui a fait une invention. Généralement, où vous avez M. Eyodé, c'est quoi? Séraphin, qui fabrique la craie. Vous avez remarqué que sa craie, il ne vend pas à sa cible. Il vend à des gens qui testent la prime, on lui a dit que la craie est légère. Et vous vendez les tests. Et que ça te fait? Est-ce qu'on vend les tests? Est-ce qu'on vend les échantillons? Non, on ne vend pas les tests, on ne vend pas les échantillons. Vous n'êtes pas encore devant votre cible. Votre cible, par exemple, c'est la Fondation Chantambia, avec le paquet minimum. C'est tout. Quand vous partez négocier, quand ils vous disent que c'est bon, c'est fini, c'est bon. Le paquet minimum, puisque c'est eux qui gèrent ça. Ils vont vous commander 3 conteneurs de craie. Mais il faudrait qu'ils soient convaincus que c'est une bonne craie. Que ça ne doit pas salir, que ça ne doit pas siffler. Et que c'est quoi? On a dit, il y avait 3 qualités là. Ça ne salit pas, ça ne glisse pas, ça ne siffle pas. Ah, il y avait... Non, non, pas léger, il y avait autre chose. Bon, passons. OK. Pas de poussière. Donc, pas de poussière, merci. C'était la poussière, oui. Léger, c'est autre chose. N'abandonnons pas encore ça. OK, donc vous voyez que votre craie ne peut pas encore être compétitive en termes de qualité. En conséquence, si vous vendez, vous êtes en phase de recherche et développement, il faut qu'on soit clair. Donc, votre produit n'est pas encore vendable. Alors, faites que les gens commencent à l'utiliser. Mais vous ne vendez pas. Par conséquent, ils sont dans une critique moins négative. Par contre, votre nom de marque est en train de passer. C'est tout. Ça passe. Vous rodez votre produit. C'est-à-dire que vous jaugez comment est-ce que Eneo interagit avec vous. Ça aussi, vous essayez de vous habituer à Eneo, comment est-ce que Eneo interagit.
Vous jaugez comment les employés se comportent dans l'usine. Vous jaugez comment se comportent vos fournisseurs. C'est ça qu'on appelle le rodage opérationnel. Roder une entreprise. Quel est le turnover des employés? La banque, quelle est votre relation avec la banque? Voilà comment on rôde. Et bien évidemment, vous avez en main un prototype. Est-ce qu'on vend le prototype? On ne vend pas le prototype. Et donc, pour financer ça, c'est avec l'argent des actionnaires. Quand ce n'est pas des subventions étatiques ou bien des ONG, ainsi de suite. Ce n'est pas avec la recette des clients. Malheureusement, dans le milieu des Cameroun, les gens veulent financer les recherches avec la recette que le client leur a donnée. Ils oublient que même l'actionnaire, c'est un client qui achète quoi? Les actions. Sa satisfaction, c'est que vous devez réussir la recherche et le développement de votre produit. Vous devez réussir la phase infantile de votre entreprise. Vous devez la réussir. Et il est content parce qu'il n'est pas pressé avec son argent qu'il a mis dans votre entreprise. On l'a dit, il doit être dans une logique de long terme, de la patience. Note, capital patient. Non, note encore. Note encore. Capital état. Enlarge it. Donc, vous comprenez dans la notion de capital patient. On ne doit pas être pressé quand on veut faire grandir un enfant. On doit être tolérant vis-à-vis de cet enfant. On doit même être dans son tour de table. On doit être dans son administration. Donc, dans son conseil d'administration. Pour veiller à ce que quand les gens volent, on ne les envoie pas en prison. On met plutôt un système qui permet de voler moins. C'est tout. Vous baissez la garde, quelqu'un protège et puis vous commencez à dire qu'il a mal fait. Il a mal fait quoi? Ne baissez plus la garde, c'est tout. Mais pour ne plus baisser la garde, attention. Tu dis côté on dit ambassadeur, tu dis côté on dit ambassadeur. Finalement, tu dis ambassadeur. Donc, en fait, c'est ça. Il faut savoir les codes de la vie. Il ne faut pas, quand les gens font des erreurs, admettez qu'ils ont fait des erreurs. Ils vont se corriger et apprendre et avancer. Donc, vous voyez que le premier tour de table, on lève des fonds pour faire des recherches, pour faire le design du projet. L'un des points que tu as noté hier dans l'audio opérationnel, le design du projet, ça veut dire que faire un business plan. Passer dans un processus de gestion de projet. Est-ce qu'on se comprend? Donc, voilà des terminologies que vous devez avoir dans votre langage. Faire une étude de faisabilité, c'est-à-dire étude de marché, business plan, étude d'impact environnemental, étude sur la localisation, étude géotechnique, étude de sol, étude financière détaillée, étude architecturale, étude sur la matière première, étude sur le système d'exploitation, la logistique, les matières premières, j'ai cité, étude sur le système de production, le matériel. Mais sans tout ça, vous voulez avoir une entreprise comment? Que c'est possible d'avoir une entreprise? C'est pas possible. Et c'est avec l'argent des actionnaires du premier tour de table. Et vous comprenez là que même quand vous adressez à des fonds d'investissement, ils viennent comme actionnaires. Ce n'est pas des prêts. Donc, ne privilégiez pas les prêts. Les prêts, ça ne sert à rien. Je vous ai dit, les prêts, ce sont les facilités. Ce sont des facilités de caisse. Et on ne vous prête de l'argent que lorsque vous avez de l'argent, mais ce n'est pas encore disponible. Généralement, pour faire le store, on voit ce que l'entreprise a déjà. Il faut avoir ton micro ouvert et tu parles sur le micro ou tu parles à haute voix si tu veux que les autres te suivent. OK. Donc, voilà pour le court terme. Pour le long terme, on a bien dit qu'il faut adapter le financement et nous sommes dans le principe de financement, le schéma de financement
comment est-ce qu'on a schématisé, c'est-à-dire on a design, on a dessiné comment, on a conçu le financement comment. Nous avons donc l'expansion des activités. Lorsqu'on veut maintenant aller à l'étranger, lorsqu'on veut aller dans d'autres villes, à ce moment-là, c'est en bourse qu'on prend les fonds. Ce n'est plus l'argent des actionnaires. C'est en bourse. En ouvrant le capital, oui, certes. Mais c'est aussi dans les marchés financiers. Là, on prend dans les obligations. Est-ce qu'on se comprend? On prend quand il dit même que ce n'est pas en bourse. En bourse, c'est en bourse, mais face à un large public. Parce qu'au deuxième tour, on n'est pas en bourse. Ici, maintenant, on a en face la foule. On peut avoir facilement 1 million de personnes, 500 000 personnes, 50 000 personnes, 8 000 personnes qui viennent mettre de l'argent dans votre entreprise. C'est ça qu'on appelle le marché boursier. Et bien évidemment, à ce moment-là, vous pouvez attaquer les marchés internationaux. Et c'est là où on parle de marketing de réseau. Il y a des gens qui me font le marketing de réseau ici au Cameroun, mais ils n'ont aucune fondation, aucune base. Vous croyez que les autres prennent l'argent pour produire des tonnes, pour des milliards je ne sais pas comment je vais appeler ça. Moi, ce que je maîtrise, ce que j'ai connu, ce que j'ai vu comme vidéo, c'est l'aloe vera, Forever Living Product. J'ai vu les champs d'aloe vera au Pérou. C'était des millions d'hectares de champs. Au Pérou, ça c'était en 2004 que je vois cette vidéo, bien en 2006 que je vois cette vidéo. On a des gens ici, quelqu'un avait dit à l'époque des apprentis sorciers, qui disent qu'ils font le marketing, ils font le marketing, oui, qu'ils ont que le marketing de réseau. Pendant que d'autres sont des commerciaux, ils disent qu'ils sont riches avec le marketing de réseau. D'autres disent qu'ils ont créé le marketing de réseau sans avoir une structuration. Quand on veut aller loin, on se structure. C'est pas compliqué. On se constitue. Quand on va aller loin, on se constitue. C'est ça le truc. Ils font la promotion de l'entrepreneuriat avec le marketing et les réseaux. Bien évidemment. La plus belle femme ne peut offrir que ce qu'elle a. Donc là aussi, ils sont en train d'offrir ce qu'ils ont. On va pas leur en tenir rigueur, tout de même. Acceptons leur choix. C'est pas ça? OK. Donc, dans le moyen terme, j'avais parlé de développement inclusif, j'ai parlé de la maturité. On n'aura pas en détail. Le prochain point, dans le principe de schéma de financement, c'est la stratégie d'ancrage. Cette stratégie d'ancrage voudrait qu'on ait un jeu de rôle et des deals politiques, qu'on ait une programmation et la gestion des intrigues, et qu'on ait le rodage des acteurs. Le rodage des acteurs ici, ça correspond au fait qu'on doit avoir identifié des personnes qui ont un rôle à jouer dans l'entreprise, on appelle les parties prenantes, et on les forme, on les coach pour qu'ils sachent bien jouer leur rôle. Et bien évidemment, il y a les apprentissages divers. Je commencerai par les jeux de rôle. Jeux de rôle ici, c'est par exemple le fait de dire, voici le premier PCA, voici le deuxième PCA. Et le premier PCA, c'est quelqu'un qui va prendre le plus grand lot, comme on le verra plus tard dans le mythe des terrains. On verra ça. Ou bien dans les mécanismes, on verra déjà le mythe des terrains, tout ça. Donc, le premier PCA, on lui donne un gros lot. Mais il n'est pas de façon éternelle. Il a un mandat qui va durer 2 ans, 5 ans, ça dépend des négociations qui vont être faites. C'est un privilège qu'on lui accorde. On va voir ça aujourd'hui. Vous voyez donc après le premier CA, il faut le premier PCA, il faut le deuxième PCA. Il faut même le troisième. Alors, le troisième PCA peut être un enfant qui n'est pas encore né. Est-ce qu'on se comprend? Il fait donc la bonne école. Après, il revient être d'abord même vigile dans la société. Après vigile, il passe directement chef d'un bureau ou chef des commerciaux
Personne ne comprend rien. On dit vraiment, c'est le tribalisme. Il n'a pas les compétences. Ses compétences, ce n'est pas vendre. Ses compétences, c'est qu'il il est en train de suivre un parcours pour être PCA. En tant que vigile, on ne savait pas ce qu'il voyait. Attention. Il veut être PCA. C'est tout. Cet homme peut être PCA. On voit des exemples dans les films nigériens. Bien sûr. Même dans notre environnement. Quand je suis rentré de l'Europe, je retrouve dans le conseil d'administration de RGC, je crois que c'est la famille Getty, un gars de 29 ans. Je dis, mais ce n'est pas possible. Comment un gars de 29 ans est actionnaire dans la plus grosse banque du Cameroun, est dans le conseil d'administration de la plus grosse banque du Cameroun. Mais c'est un fils à papa. Ce n'est pas légitime. Non, c'est légitime. Alors, vous voulez quoi? C'est tout. Et il est où aujourd'hui? Le gars doit être administrateur dans au moins 150 sociétés. Son travail, c'est être administrateur. Donc, ça dit qu'il sort d'un rendez-vous dans une ville pour aller dans un autre rendez-vous dans une ville. On change la date d'un conseil d'administration parce qu'il n'est pas disponible. Voilà sa vie. Il passe son temps à voyager pour faire les conseils d'administration. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout. Pourquoi il va faire quoi d'autre? C'est un parcours, c'est un jeu de rôle qu'on a fait. Et dans ce jeu de rôle, il y a des deals politiques. C'est le fils de qui? C'est l'oncle de qui? C'est la femme de qui? C'est le cousin de qui? Il vient, qu'est-ce qu'il vient avec? Qui sont ces gens? C'est ça la politique. Et dans une entreprise, il y a de la politique. Souvenez-vous, je vous ai dit que le module 8, ça sera antenne libre. Et il y a un titre qui s'appelait, c'est quoi politique? Voilà des détails que je donne. Parce que ce jour-là, c'est vous qui allez parler, ce n'est plus moi. La politique dans une entreprise consiste à faire quoi? Les intrigues dans une entreprise, ça correspond à faire quoi? Programmation et gestion des intrigues. Je vous ai dit que dans une entreprise, pour passer du premier tour de table au deuxième tour de table, il faut que les propriétaires de l'entreprise sachent se comprendre à demi-mot. Il ne faudrait pas que c'est quand les mercenaires arrivent que vous engagez des bagarres sans tête ni queue. Il faut que vous soyez au-dessus d'un certain type de bagarre. Est-ce qu'on se comprend? Vous devez être au-dessus d'un certain type de bagarre. Il faudrait qu'en pleine réunion, quand on vous dit que telle entreprise, un camion a fait l'accident, ou bien qu'un camion vient de prendre feu, que le PCA ne commence pas à être décontenancé, il commence à paniquer, ou un administrateur qui dit vraiment, c'est où, tu es dans quelle ville? Dites-moi. Non, il n'est plus à ça près. Quand on lui dit ça, ou bien pendant la réunion, il vous dit, oui, là, on vient de m'annoncer qu'il y a un camion qui a pris feu. Bon, je crois que l'assurance va s'en occuper et puis il passe à autre chose. C'est tout. Il y en a quand là, il dit vraiment, excusez-moi, on reprend dans 3 jours parce que j'ai perdu ma grand-mère. Ah, donc elle vivait encore. OK. Puis tu as perdu ta grand-mère à des gens qui n'ont même pas vu leurs parents, ils n'ont même pas vu leur grand-mère. Ils entendent aussi seulement ça, machin, tu as perdu ta grand-mère. Bon, la vie continue, non? Donc, dans la stratégie d'ancrage, il faut tenir compte du fait qu'on doit programmer et gérer des intrigues pour former les gens à être au-dessus d'un certain nombre de choses. L'entreprise, ça ne blague pas. Pour aller sur la place publique et avoir des mercenaires, avoir des gens qui roulent en 4x4, qui roulent en jet privé, qui voyagent tous les jours. Quand vous voyez une femme sur Facebook, quand on voit une femme au volant d'une voiture, on dit le crédit que ton mari a trouvé. C'est qu'ils sont gentils. Quand on gratte sa voiture, elle descend, elle part. Le chauffeur viendra chercher. Ou bien que son mari va envoyer quelqu'un chercher. Mais il faut aussi avoir ta part de mari qui va te donner la part de crédit dans la voiture à crédit, non? C'est tout. C'est tout. Le business, c'est niveau par niveau. Il faut atteindre souvent un certain niveau. Alors, si on aspire à gérer des grandes choses, on dit qui mange gros. Gros.
Bon, oui, gros. Voilà. Celui qui n'a pas compris comprendra le jour qu'il faudra qu'il comprenne. Donc, dans la vie de l'entreprise, ce qu'on appelle l'ancrage, c'est pouvoir faire que les gens soient suffisamment solides au-dessus des émotions. Parce que, je le disais, quand on voit quelqu'un au volant d'une voiture neuve, faites gaffe. Faites très gaffe. Quand on voit quelqu'un qui a obtenu un crédit de 5 milliards, ou même un crédit de 50 millions, faites attention. Vous ne savez pas le nombre de fois qu'il a déposé son dossier. Alors, c'est pas s'il y a des personnes qui partent à la télé et disent qu'on ne donne pas le crédit au Cameroun. Et les banques vivent alors de quoi? Si on ne donne pas le crédit. Ce n'est pas eux qui auront dit qu'on a saisi ma maison. Les banques sont là pour saisir les maisons. Elles ne sont pas là pour saisir les maisons. Pas du tout. Les banques ne sont pas là pour saisir les maisons. Donc, la stratégie d'ancrage consiste donc à préparer le noyau dur, les premiers actionnaires. Et parmi ces premiers actionnaires, on peut avoir les employés qui ne sont pas là pour le salaire. Ils sont là pour apprendre. Tu peux travailler ici, ta grande sœur en France. Moi, j'ai une grande sœur, son travail, c'est que notre aînée en France. Full stop. Elle s'appelle Manga. Son travail, c'est que notre grande sœur en France. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand vous travaillez quelque part, ne jouez pas au misérable. Le salaire peut ne pas passer. Ton gars te donne l'argent. Le salaire peut ne pas passer. Ta maman te donne de l'argent, elle te prête de l'argent. Le patron n'est pas la seule source de revenus. Mais c'est l'occasion de changer de gars. Est-ce qu'on parle avec l'eau à la bouche? Le salaire peut ne pas passer et vous avez d'autres sources de revenus. Pour les jeunes, ça peut être leur papa. Je ne vais pas dire que... Voilà. Voilà. Ça a commencé. J'ai abordé un sujet. OK. Non, on voulait les chercher. Dans l'approche de gestion de patrimoine personnel, voudrait que, dans le cas de ce principe, qu'on ait une chronique d'ouverture. Donc, on ouvre phase par phase. Et à chaque phase, il y aura un taux. Et on a un principe sur le taux d'ouverture. Donc, on ouvre étape par étape. À chaque temps pour financer, on ouvre le capital. À chaque temps pour financer, on ouvre le capital. Donc, comme a dit quelqu'un hier, je crois que c'est dans ce groupe, la banque est le pire des moyens de financement qu'on puisse avoir dans une entreprise. Donc, il faut toujours penser aux banquiers en dernier recours. Parce que le banquier est là pour faire du business. Et la banque, c'est une entreprise qui fait des bénéfices. Elle recherche des clients qui vont leur apporter des intérêts. Le chiffre d'affaires d'une banque, ça s'appelle intérêt. Ça, c'est ce que la loi, ça, c'est ce que le capitalisme prévoit. Ce n'est pas les frais d'ouverture de dossier, les frais de compte, tout. C'est pour ça qu'à une époque, au Cameroun, on leur a interdit ça. Il y a peut-être 5 ou 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus trop. On a interdit aux banques, aux microfinances, que ne prenaient plus les faites des choses d'être gratuites. Jusqu'à comme ça, elles s'entêtent. Au lieu de faire leur métier, qui est de mettre à disposition les facilités de financement, elles passent le temps à faire que les gens ouvrent les comptes et elles coupent les frais. Chaque mois, on coupe les 500 et elles sont contentes. Ce n'est pas ça. Les banques et microfinances doivent faire leur métier. La gestion du portage d'actions. Le portage d'actions ici fait que, c'est par exemple Sathieu qui est actuellement à 80% de Glomari. Alors dans les 80%, il doit savoir que si à l'introduction en bourse, il prévoit qu'il aura sur lui 35%,
Ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, il est porteur de, c'est quoi, 45% qui ne lui appartiennent pas. Ça s'appelle du portage d'actions. Et à chaque tour de table, tu vas libérer une partie de ces actions-là. Tout à l'heure, on verra dans le pacte des actionnaire. C'est même c'est tout de suite. C'est le prochain, c'est là, on verra ça. Par tout ce que je vous explique là, il y a là où on est, c'est pas dans les statuts qu'on met ça. Parce que les gens pensent que les statuts, c'est la loi. Non. Il y a des documents encore plus précieux dans une entreprise qu'on appelle le pacte des actionnaires. Les statuts, c'est le pacte des associés de l'entreprise. C'est le contrat entre les associés. C'est le contrat de société. Le pacte de société, maintenant, il y a le pacte des actionnaires, qu'on peut aussi faire signer chez le notaire. Donc, généralement, dans les fonds d'investissement et les financements sérieux, quand on vous demande votre pacte d'actionnaire, vous n'avez pas. Vous sortez. Dans les plateformes, même, parmi les documents à mettre dans les plateformes ou à cocher. Si vous ne cochez pas ça, le dossier n'avance pas. Quand vous validez, on vous dit qu'il manque un point. Là, tu ne comprends pas c'est que on dit que ça manque. Tu dis donc, fichez-moi la paix. Et tu ressors de la plateforme. Donc, tu ne connais même pas ce que c'est. Le pacte des actionnaires. Donc, je pense que ceux qui sont en ligne nous écoutent bien. Il y a le pacte des actionnaires qu'on va voir tout de suite. Donc, dans le cadre du portail des actions, je l'ai expliqué, quelqu'un peut avoir des actions qui ne lui appartiennent pas. Et progressivement, il les libère. Et, je ne sais pas si c'est ici que je dois expliquer ça. Dans le jeu que nous avons admis dans ce modèle, les gens qui entrent au premier tour de table, au deuxième tour de table, on ne dilue pas leurs actions. Diluer veut dire que comme il y a de nouveaux actionnaires, la loi dit de prendre un peu chez tout le monde pour que le rapport de force entre vous reste bon. Je crois qu'on verra ça plus devant. Le deal de couverture des cofondateurs, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Les cofondateurs, qui sont les autres actionnaires, il y a donc un deal qui permet que au deuxième tour de table, on ne les dilue pas. C'est ça qu'il y a petit de couverture de cofondateurs. On ne les dilue pas. Ça veut dire que si elle avait 2%, au deuxième tour de table, elle a toujours 2%. Si elle avait 2, tu avais 10. Au deuxième tour de table, elle a toujours 2, toi tu as 8. Alors que la loi dit qu'au deuxième tour de table, si on dit par exemple de vendre la moitié de ce qu'on a, si on dit qu'on fait une ouverture de 50%, elle doit perdre demi pour cent. J'ai dit quoi, 2, elle doit perdre 1%, toi tu perds 5%. Et les 6% là, on vend aux nouveaux actionnaires. C'est ce que dit la loi. Pour que le rapport de force entre vous deux reste. À défaut, tu es en train de la tromper ou bien elle est en train de tromper. Mais avec le pacte des actionnaires, il y a un nouveau tour de table. Elle ne vend pas ses actions, toi tu vends. Tu vois que le rapport 1/10 est plus élevé que le rapport 1/8. Donc, elle est en train de tromper. Puisqu'en termes de rapport de force, elle a maintenant plus de poids que toi. C'est-à-dire que derrière un moment, il y a des mathématiques. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la loi interdit que le rapport de force puisse baisser. Et vous allez même comprendre, quand le rapport de force baisse, non, quand on perd ses forces, il y a une compensation, on va le voir. Est-ce qu'on se comprend? Donc, comme je disais, le deal de couverture des cofondateurs, c'est un deal qui se protège dans le pacte des actionnaires. Et quand on protège dans le pacte des actionnaires, ça permet que le porteur principal, le promoteur principal, l'actionnaire, un actionnaire qui était en portage, il libère une partie des actions qu'il avait gardées et il remet ça à de nouvelles personnes. Bien évidemment, contre une rétribution qu'on va appeler la prime d'émission. Écrit prime d'émission. Voilà un nouveau mot maintenant qui va rentrer en jeu.
OK, on va donc passer au troisième slide, qui est le pacte des actionnaires dont j'ai parlé. Est-ce que tu peux lire le pacte des actionnaires? Lire à haute voix. Voilà ça devant toi. Pacte des actionnaires. À haute voix. Pacte des actionnaires. Un outil de gestion et régulation des accords ou amendements supérieurs. Deal entre actionnaires ou actionnaires et la société. Merci. Allons donc l'écouter, ce que c'est. Qu'est-ce qu'un pacte d'actionnaires? Chaque entreprise dispose de statuts qui déterminent à la fois ses caractéristiques, notamment sa forme sociale, société anonyme ou SARL par exemple, ou son objet, c'est-à-dire son activité, mais également des règles de fonctionnement qui fixent les droits, les pouvoirs et les responsabilités des dirigeants, des actionnaires ou encore du commissaire aux comptes. Les statuts peuvent être complétés par un pacte d'actionnaires, qui lui n'est pas obligatoire et qui n'est pas un document public. Il s'agit d'un contrat entre les associés qui régit les relations entre eux et vis-à-vis de la société. Il peut être signé à tout moment, dès la constitution de la société ou lorsque les fondateurs font entrer de nouveaux investisseurs au capital. Il peut être signé entre tous les associés ou par seulement certains d'entre eux. Parfois, plusieurs pactes coexistent au sein d'une même société. Les actionnaires n'ont pas tous les mêmes intérêts selon les raisons pour lesquelles ils ont investi. Par exemple, si l'actionnaire est une entreprise qui achète des produits de la société dans laquelle il a investi, il voudra s'assurer qu'elle ne change pas de stratégie et continue à offrir ses produits. Il pourra aussi souhaiter qu'aucun concurrent ne devienne actionnaire. De la même manière, si l'actionnaire est un fonds d'investissement qui a prévu de céder ses actions au bout de 5 ans en réalisant une plus-value, il cherchera à obtenir le maximum de rentabilité. À l'instar d'un contrat de mariage, le pacte fixe au début de la relation des règles pour gérer les divergences qui pourraient survenir à un moment. Alors, des gens vont s'amuser à vouloir avoir un pacte des actionnaires sans faire recours à des avocats ou à des conseils. Après, ils vont dire, ce pays est dur, ce pays m'énerve. Quand on veut devenir riche, quand on est riche, il y a un comportement qu'on doit avoir. Il faut savoir prendre les soins des experts conséquents pour certaines causes conséquentes. Est-ce qu'on se comprend? Il faut savoir prendre les soins des experts conséquents pour certaines causes conséquentes. Alors, le prochain slide, là, vous allez suivre uniquement le son. Et je mettrai la vidéo dans le groupe. Parce que là, une fois de plus, j'ai perdu ma connexion. Une autre est revenue, j'espère qu'elle est stable. OK, donc, je prends donc des avis. Recording in progress. OK, permettez donc que je repartage.
Mais à force d'avoir demandé de l'argent à des investisseurs, il a un petit problème. Pour le comprendre, il suffit d'examiner ce tableau. Chaque actionnaire y est recensé avec sa part de capital. Il y en a près d'une vingtaine. Et du coup, Gilles est devenu minoritaire dans sa propre société. Regardez, je n'ai plus que 14%, d'autres sont maintenant à pratiquement 16%, donc je suis devenu le 3e actionnaire. Donc, au fur et à mesure de l'arrivée de certains actionnaires, de business angels, ma part a diminué. C'est le jeu. Voilà ce qui s'est passé. Lorsqu'il fonde la société, Gilles a 70% des parts du capital. Les business angels en ont 30%. Mais chaque fois qu'il a fait rentrer de nouveaux actionnaires dans son tour de table pour avoir de l'argent, il a rogné sur son nombre de parts. Résultat, il n'a plus que 14%. En 7 ans, il a donc réussi à très bien développer son entreprise. Mais les anges des affaires ont envahi son quotidien et lui mettent la pression presque tous les jours. Les coups de fil pour des déjeuners, c'est régulièrement entre 5 à 7 fois par mois. Donc tout ça cumulé, aujourd'hui, ça me prend environ 4 jours par mois. Et aujourd'hui, c'est une charge très lourde pour nous. Trop lourde? Ça devient. Et ce n'est pas son seul problème. Plusieurs années après avoir investi, les business angels sont impatients de toucher leur plus-value et ils n'hésitent pas à le faire savoir par mail. C'est une mail typique. Bonjour Gilles, comment allez-vous? Des nouvelles sur la société. Et par contre, en dernière phrase, comment se profile l'opération capitalistique? Voilà, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire? Ils veulent aujourd'hui, c'est fructifier leur investissement. Pour certains, donc la plupart, ils ont investi il y a au moins 3 ans et ils veulent aujourd'hui récupérer leur investissement. Ce jour-là, justement, Gilles a convoqué les 2 représentants de tous ces business angels pour leur annoncer une grande nouvelle. Ça va démarrer? Pour être à nouveau maître à bord de sa société, il va leur proposer de leur racheter toutes leurs actions. Cette opération pourra se faire probablement pour vous début mars, avec une AG qui sera donc l'AG pour nous de le revoir. Si Gilles peut leur dire au revoir au bout de 7 ans, c'est que tout a été prévu à l'avance dans ce document. Un pacte d'actionnaires qui définit le nombre de parts de chacun et les relations entre les investisseurs. C'est un pacte de mariage. Et de divorce aussi. Et de divorce, exactement. Un divorce à l'amiable qui passe d'autant mieux qu'il va rapporter beaucoup d'argent aux business angels comme Raphaël Goumeau. Jusqu'à présent, il détenait moins d'1% de la société. En partant, il va toucher un chèque de près de 200 000 euros. J'ai investi, donc, utilisé 4 000 euros, d'accord, et la mise est multipliée donc par presque 50. OK. Donc, voilà 2 vidéos qui vous parlent du pacte d'actionnaires. Les extraits seront partagés dans le groupe WhatsApp. De toute façon, les liens de la formation est sur YouTube. On mettra les liens sur YouTube et vous aurez accès. Donc, si vous avez des questions, vous les préparez. Voilà donc ce qui était prévu pour ce premier principe, le principe du schéma de financement. Ça nous a pris pratiquement quoi, 1h30? Pratiquement 1h30 à 2h à mon compteur là. OK. Donc, le prochain principe, c'est le principe du modèle d'ouverture. Oui.